Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les uns des radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Voilà, 3 parties dans cette émission, vous le savez, dans un instant je vais vous présenter le JT des territoires, puis territoire d'info après la météo. L'invité politique aujourd'hui c'est Manon Aubry qui est tête de liste aux européennes de la France insoumise. Elle sera en direct sur ce plateau tout à l'heure. Puis territoire Sénat avec l'actualité parlementaire en fin d'émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. A tout de suite. Les 80 km/h pour démarrer ce journal, va-t-on freiner ou accélérer? Hier, Édouard Philippe a annoncé une baisse significative du nombre de tués sur les routes, notamment depuis la mise en place de la mesure. Alors va-t-on vers un rétropédalage? En tout cas, le président de la République s'est dit prêt à plus de pragmatisme en laissant au département le soin de faire des aménagements. On fait le point dans la région Occitanie avec ce reportage de Julie Darlingue. Faut-il repasser aux 90 km/h sur les routes? La question est posée alors qu'un premier bilan a été dévoilé ce lundi, 6 mois après la mesure controversée des 80 km/h sur les réseaux secondaires. La mesure fait toujours débat. Là aujourd'hui, si on double quelqu'un, on dépasse nécessairement les 90 et de coller au derrière de la voiture de devant, c'est quand même aussi très dangereux, je crois. Et puis je pense que c'est surtout une mesure pour reprendre de l'argent encore aux gens, voilà, tout simplement. On nous parle de restreindre des millions d'automobilistes pour sauver 3400 vies à l'année. Je sais pas, je trouve que le ratio est un peu large quand même. Après, est-ce que l'expérimentation a été dans le temps assez longue pour qu'on puisse vraiment se faire une idée des chiffres en termes d'accidents et de mortalité peut-être? Je ne sais pas. En France, 3259 personnes ont été tuées sur la route l'an dernier, soit 189 de moins qu'en 2017. Selon le Premier ministre Édouard Philippe, 116 vies ont été épargnées depuis le 1er juillet 2018. Une baisse qui s'observe aussi dans l'Hérault. Donc le bilan 2018 est de 69 victimes au lieu de 79. Et plus de 100 blessés graves ont été épargnés grâce aux mesures mises en place. Et le 80 y participe grandement. Ce week-end, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a évoqué l'idée de laisser les présidents de conseils départementaux décider eux-mêmes du maintien de cette mesure. Voilà, vous avez peut-être vous aussi déjà participé à l'un des grands débats qui s'organisent un peu partout en France. Dans certaines régions où la mobilisation a été forte, on se passionne et dans d'autres, c'est un peu plus calme. C'est le cas dans la Somme. Ils étaient une poignée rassemblés pour parler fiscalité, le thème du jour. Le débat s'est plutôt transformé en un échange d'expériences. Un reportage d'Adélaïde Bollert pour la chaîne WEO dans le Nord. Il n'était qu'une douzaine à être venus participer au premier débat organisé dans la Somme. La fiscalité était au programme de cette première réunion mise en place par le maire de Glizy, à quelques kilomètres d'Amiens. Et plutôt que des réponses aux questions posées par le président Macron, ce sont plutôt des observations, des échanges constructifs qui ont émané du débat. Un espace d'expression apprécié par les participants comme Jean-Pierre, satisfait d'avoir pu discuter. On est content parce qu'on a pu s'exprimer clairement vu qu'on n'est pas nombreux, mais dire que ça ne sert à rien d'y aller parce que ça ne servira pas, je ne vois pas comment on peut dire ça tant qu'on ne l'a pas essayé. Je reviendrai. L'absence de gilets jaunes identifiés a été le regret des participants autant que le peu de personnes venues au débat. La présence de la députée En Marche Barbara Pompili, par contre, a été appréciée des participants qui ont pu échanger pour surtout faire remonter leurs attentes. Je me disais que j'allais peut-être être un petit peu plus chahutée, et ça arrivera peut-être. Quand même qu'il y a, sur la question de la fiscalité, une véritable envie de remettre la fiscalité à plat. Quand on entend des questions sur l'optimisation fiscale, sur des taxes qui aujourd'hui sont plus adaptées, etc. Pour le maire, qui s'attendait à voir une salle beaucoup plus remplie, l'exercice est réussi, même si le compte-rendu qu'il devra envoyer à la présidence ne sera pas facile à écrire. On n'a pas les réponses
à certaines questions qui étaient posées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées. La culture, c'était très intéressant. Il y a à un moment donné ce qui est dit aussi sur l'éducation. Résultat, un débat plus sociétal que fiscal qui a aussi permis à Karl, par exemple, d'exprimer ses craintes pour l'avenir. En fait, c'est un ressenti que moi j'ai, c'est ressentir ce qui sera fait demain. Est-ce qu'on pourra payer la dette publique? Est-ce qu'on aura assez de temps pour la payer? Est-ce qu'il y a de l'optimisme pour mon enfant? Au final, les questions posées par le gouvernement sont restées sans réponse. Les échanges nourris ont surtout permis à chacun de mieux comprendre son voisin et à la députée de prendre note de leurs inquiétudes. Prochain débat sur l'organisation de l'État le mercredi 6 février au même endroit. Vous le savez, on entend beaucoup parler de désertification dans ce JT. Voici une commune qui se bat pour redonner vie au service public. En 2008, le bureau postal de la commune de Chevry dans l'Ain fermait définitivement ses portes, provoquant la grogne des usagers et des élus locaux. Face à ce désordre, l'agence postale communale a ouvert pour que ce service au public continue de vivre. Aujourd'hui, dans l'ancienne mairie, courrier simple, recommandé, colis, chronopost, timbres-poste sont disponibles et Jean-Paul Crespi de 8 Mont-Blanc est allé sur place. Regardez son reportage. Victime d'un mouvement discret qui se poursuit un peu partout en France, les bureaux de poste en milieu rural ferment. En 2008, le bureau postal de la commune fermait lui aussi définitivement ses portes, provoquant la grogne des usagers et des élus locaux. Face à ce désordre, l'agence postale communale a ouverte pour que ces services au public continuent à vivre. Aujourd'hui, dans l'ancienne mairie, courrier simple, recommandé, colis, chronopost, timbres-poste sont disponibles. Et le lieu séduit. Plus de 80 personnes franchissent chaque jour la porte de ce bureau communal. C'est pratique, oui. Je dirais, c'est très pratique. Parce que c'est facile d'accès, c'est à proximité, c'est rapide. C'est un lieu de passage et d'échange. Ça peut être un lieu de passage et d'échange pour certaines personnes. Au jour d'aujourd'hui, on a des horaires qui facilitent tout le monde. Même si le samedi, on est fermé, ils peuvent venir tôt le matin, tard le soir. Et puis voilà, puis le contact, discuter un peu avec nous pour les gens qui sont un peu seuls. On essaye de les conseiller au mieux en tout cas, parce qu'il y a plein d'opérations que les gens en général ne connaissent pas. Des fois, au lieu d'envoyer un recommandé, on peut envoyer une lettre suivie tout simplement. C'est pas grand-chose, mais ça aide. Pour la commune, le coût financier est loin d'être négligeable. Elle consacre 3% de son budget annuel à son agence postale pour conserver ce service public indispensable. Ça a des conséquences financières, ça faut le savoir. Mais je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'on rend un grand service aux habitants de Chevry et des communes d'à côté. Si vous supprimez tout, après c'est plus qu'une cité dortoir. Ça fait partie de tout un ensemble pour que la vie devienne agréable, ou reste agréable. Pour moi, c'est le service de proximité à l'habitant. L'agence postale communale de Chevry affiche des résultats très encourageants. Elle est la 3e agence postale en termes de volume traité des pays de Savoie et de l'Ain. Un classement qui donne raison aux élus qui ont su, avec sagesse et perspicacité, choisir entre rentabilité et souci d'aménagement du territoire. Par ici, les bonnes affaires. Pendant 5 ans, elles ont circulé à Paris. Les Autolib, ces voitures électriques en autopartage, retrouvent une seconde vie. Construites par le groupe breton Bolloré, ces voitures électriques réinvestissent peu à peu les routes de France. Après la Sologne en novembre dernier, c'est dans le Morbihan que se déroulait il y a quelques jours une vente aux particuliers. Karine Chevrolier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, y a assisté. Contre toute attente, la foule n'était pas au rendez-vous dans cette concession. Alors, en attendant, cette petite citadine électrique, nous l'avons testée. Une fois prise en main, la voiture est plutôt agréable. La conduite est très fluide avec un freinage quand même assez marqué, assez violent. Il faut faire attention. Puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse, on n'a pas à se soucier du rapport engagé. Juste un petit sifflement, celui des moteurs électriques. Vérifiées et reconditionnées par le constructeur breton Bolloré, les batteries ont une autonomie annoncée de 250 km. Et même si ces voitures ont déjà bien vécu, avec au compteur entre 20 000 et 90 000 km, ici, ce n'est pas l'aspect qui compte. C'est une voiture écologique et puis bon, la prime de l'État aussi qui m'a insisté.
parce que j'ai une vieille voiture et comme c'est des petites distances que je fais, donc ça m'irait très très bien. Il n'y a pas de fausses surprises, ils savent que le véhicule est abîmé, et c'est pas sa première jeunesse, mais voilà, au-delà de ça, il y a, comme on disait, il y a des primes à la conversion qui existent, il y a tout un écosystème autour de la voiture qui permet de l'accéder à un prix défiant toute concurrence, j'ai envie de dire. Plus d'une cinquantaine de véhicules sera vendus, dont une grande majorité par téléphone ou Internet. 3/4 des acheteurs choisiront la version d'origine à 4 990 €. Ils seront 60% à bénéficier de la prime à la conversion. Une page e-sport, une école pionnière en Moselle. Les passionnés de jeux vidéo le savent bien, l'e-sport c'est du sérieux. Une école pionnière a ouvert ses portes en Moselle. Les étudiants peuvent suivre un cursus qui les préparera au métier de joueur professionnel, de community manager ou encore d'organisateur d'événements. Gaël Thies de Via Mirabel a poussé la porte de cette école, pas tout à fait comme les autres. Dans cette école, unique en son genre en Lorraine, les après-midi sont consacrés aux entraînements e-sportifs. Alexandre est champion du monde 2016 sur Rainbow Six. Aujourd'hui, il transmet à ses élèves conseils pratiques et stratégiques pour percer dans le monde du jeu. Des jeux qui se jouent pour la plupart en équipe avec une stratégie bien définie. Le jeu oppose du coup une équipe de défenseurs et une équipe d'attaquants. Les défenseurs doivent défendre une zone et empêcher les attaquants d'aller poser une bombe dans cette zone. C'est un jeu qui a une logique de rôle. Donc l'idée c'est d'avoir des personnes complémentaires qui pourraient réussir à être performants en équipe. L'Helios Gaming School forme au métier du sport électronique. La deuxième session a débuté en septembre avec 24 élèves. Parmi eux, Léo compte bien se donner les moyens de faire carrière dans ce domaine. Qu'est-ce qui me plaît, c'est l'entraînement, le travail surtout. L'entraînement qu'on ne devient pas le meilleur en claquant des doigts, il faut réellement travailler plus que l'un, etc. et dépasser les autres. J'aimerais faire partie des pionniers de ce domaine. Alors c'est nouveau, on compte aujourd'hui à peu près 150 e-sportifs professionnels en France, mais c'est un métier qui tente à se démocratiser. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'e-sport et on estime que d'ici quelques années, ça sera un milieu qui pèsera aussi lourd que le monde du sport traditionnel. Les élèves peuvent se former au métier d'e-sportif, mais aussi de community manager, de commentateur ou encore d'organisateur d'événements. Et pour cela, l'école dispense de cours théoriques chaque matin. Droit, anglais, communication, histoire et écosystème du jeu complètent la formation. C'est quelque chose de très sérieux, c'est pas simplement un effet de mode et c'est surtout pas une colonie de vacances où les jeunes viennent ici s'amuser pendant 10 mois. On a vraiment un vrai parcours scolaire et on leur demande aussi de travailler sur un projet personnel et un projet professionnel avec une entreprise ou une période de stage. Voilà, les étudiants qui sont ici travaillent vraiment et travaillent beaucoup. L'accès à l'école se fait sur dossier. Le projet professionnel et les motivations de l'élève étant les principaux critères de sélection. Lors de la première promotion, 65% des élèves ont trouvé un emploi dans les 3 mois suivant leur formation. D'autres ont fait le choix de poursuivre leurs études. Voilà, et nous on poursuit ce JT des territoires avec les unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec la Nouvelle République du Centre-Ouest, un des grands journaux de la Nouvelle-Aquitaine. C'est les 80 km/h qui l'occupent ce matin dans la Nouvelle République. Le bon bilan sauvera-t-il la mesure, se demande la Nouvelle République. Les 80 km/h ont sauvé 116 vies, ce sont les chiffres historique de la baisse du nombre de morts sur les routes sur les 6 derniers mois de 2018. Les chiffres dévoilés hier par Édouard Philippe, le Premier ministre, a défendu cette mesure. Une mesure qui reste très contestée, notamment par Emmanuel Macron, qui n'a pas caché ses doutes sur la mise en place des 80 km/h et qui n'exclut pas de revenir sur la mesure à l'issue du grand débat. Voilà, à la une de la dépêche du midi, c'est vers un 80 km/h. À la carte donc. Une baisse historique du nombre de morts sur les routes, je vous le disais à l'instant, 2018 a été l'année la moins meurtrière sur les routes. Le gouvernement s'en remet donc au grand débat pour réfléchir au maintien ou à l'aménagement de la mesure. Puis autre titre, l'épidémie de grippe qui arrive en Haute-Garonne. La grippe qui doit atteindre cette semaine son pic saisonnier parmi les populations les plus exposées, les enfants et les personnes âgées, les personnes fragiles. Médecins et urgences sont saturés. On part en région Auvergne-Rhône-Alpes. À la une du Progrès de Lyon, c'est les conséquences économiques de la crise des Gilets jaunes. Et oui, il y en a.
La région Auvergne-Rhône-Alpes qui va débloquer 8 millions d'euros pour les entreprises fragilisées par la mobilisation des Gilets jaunes. Des millions pour les commerces en souffrance, durement impactés par les journées de mobilisation et de violence. Le dispositif d'aide débloqué par la région comprend 2 millions d'euros d'investissement pour tous ceux qui ont été victimes de casse. 6 autres millions d'euros en accord avec les banques serviront à garantir des prêts à taux zéro. Les commerçants présents hier autour de Laurent Wauquiez ont fait état d'une perte de chiffre d'affaires de 20 à 70%. Allô, allô, ça a coupé à la une de l'Ardennais. Ce sont les zones blanches de la téléphonie. La fibre et la 5G arrivent en France, mais dans beaucoup de villages, eh bien, les téléphones portables ne captent toujours pas. Pourtant, depuis 2004, une loi prévoit de diminuer jusqu'à faire disparaître les zones privées de réseau mobile, les zones blanches. Aujourd'hui, beaucoup de communes rurales attendent toujours. 14 000 antennes doivent être installées dans le département d'ici 2025. Voilà, on termine avec une curiosité à la une de Ouest France. Le faux fromage, est-ce que c'est bon ça? Le fromage, alors le fromage, c'est donc ce faux fromage à base de végétaux, conçu à base donc de produits végétaux. Ce fromage végétal, appelé également fromage ou vromage, est en pleine croissance. Les fabricants ciblent les véganes. Il peut se faire, par exemple, à partir de lait de noix de cajou. Pourquoi fromage? Parce qu'officiellement, il n'est pas possible de parler de fromage. La dénomination est réservée à une catégorie de produits bien spécifiques qui utilisent du lait d'origine animale, une catégorie définie dans un décret relatif au fromage et aux spécialités fromagères. On verra si les consommateurs sont séduits. Oui, c'est à la une de Ouest France. En tout cas, on demandera à Patrice Moyon, qui vient interviewer Manon Aubry tout à l'heure, notre invité politique de Ouest France. Patrice Moyon, s'il a goûté ce fromage. Vous avez essayé? Je n'ai pas essayé encore. Non. Il faut nous en faire envoyer pour la matinale, je suis sûr que Zoé Cadio et Gaëtan Bossard vont adorer. On les retrouve d'ailleurs dans un instant pour le Club de la Presse. Bonjour Gaëtan Bossard. Bonjour Cyril. Le Parisien, vous dirigez les pages Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Zoé Cadio, bienvenue. Bonjour Cyril. Pour la première fois de l'année, vous êtes revenu dans notre émission. Vous représentez le Midi Libre, l'Indépendant, groupe La Dépêche du Midi. Merci d'être avec nous ce matin. On parlait de fromage. Là, on va parler alimentation aussi. Alors, on va dire que c'est un procès qui s'est ouvert le 21 janvier jusqu'au 13 février. Je crois qu'il va durer au tribunal correctionnel de Paris, dont vous allez nous parler. Il met en lumière l'obscurité des circuits d'approvisionnement et de transformation de la viande. Comment du cheval s'est-il retrouvé, Zoé Cadio, dans nos assiettes en si grande quantité? Dément. Alors effectivement, c'est un scandale qui avait été... Alors c'est plus un scandale, je dirais, commercial, plus qu'un scandale sanitaire, puisqu'il n'y a pas de retombées pour la santé. Procès, on voit des images du 21 janvier au 13 février. Alors effectivement, c'est un procès qui s'est ouvert jusqu'au 13 février. L'affaire avait été révélée par les autorités irlandaises qui avaient été, je dirais, alertées par des chaînes anglaises qui avaient retrouvé du cheval dans leur steak haché. Alors, c'était pur bœuf. Donc, on s'est aperçu qu'en fin de compte, les industriels avaient été bernés, semble-t-il, par des intermédiaires, des traders en viande, qui leur avaient revendu de la viande du cheval pour de la viande de bœuf. Alors, il apparaît qu'en fin de compte, c'est plus de 750 tonnes de viande qui ont été refilées dans nos assiettes. 750 tonnes de viande. Alors, c'est essentiellement du cheval, mais ça peut être aussi du mouton, comme on l'a vu aussi pour des merguez. Et c'est ce qu'a fait révéler l'enquête. Alors, une question tout de suite qui vient à l'esprit, sans doute de nos téléspectateurs. Au goût, on voit pas de différence? Il semblerait que non, parce qu'il faut savoir que cette viande de cheval qu'on a retrouvée dans nos assiettes résulte d'un processus industriel qu'on appelle minerai. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le minerai? Le minerai, en fin de compte, c'est une agglomération de bas morceaux, de viande de bas morceaux qui a été hachée, et c'est du muscle essentiellement, et de la graisse, et donc ça correspond un peu à de la viande hachée, nouvelle, je dirais, image, entre guillemets. Est-ce qu'on est sûr, aujourd'hui, que ça n'arrivera plus, que ça ne peut plus arriver? Alors, j'aimerais vous dire oui,
mais je ne sais pas, à vrai dire. Et c'est justement tout l'enjeu de ce procès qui dure jusqu'au 13 février au tribunal correctionnel de Paris, qui va essayer de mettre un peu en lumière sur, comme vous le disiez, cette obscurité sur la filière de l'approvisionnement et du traitement et de la transformation de la viande hachée, de la viande de bœuf, entre guillemets. Et il faut savoir que l'apparition de la viande de cheval dans nos assiettes est quelque chose qui a été quand même assez généralisé. Il faut savoir que 4,5 millions de plats préparés se sont retrouvés avec de la viande de cheval, alors que c'était estampillé viande de bœuf. Alors, il y a eu là, entre-temps, depuis 2012, au moment où le scandale a été révélé, et on parle de Spanghero en France. Voilà, parlez-nous de cette famille Spanghero, ce qu'on connaissait évidemment alors, bien sûr, alors, l'entreprise Spanghero, du monde du rugby. Hein, exactement, ça avait Walter Spanghero. Exactement, c'est une entreprise qui avait été créée par la famille Spanghero dans les années 70, de transformation de viande, qui avait été revendue entre-temps à l'entreprise basque, la coopérative Luc Berru, et qui après a été encore revendue par Laurent Spanghero, qui l'a racheté après le scandale et qui après n'a pas pu tenir et qui après a encore été racheté. Mais il faut savoir que l'entreprise Spanghero s'est retrouvée un petit peu au milieu de ce scandale, parce qu'on s'est aperçu que la majorité de la viande qui avait été refilée dans les plats surgelés commercialisés notamment par Comagel venait de l'entreprise Spanghero. Mais l'entreprise Spanghero, et c'est tout l'enjeu du procès, dit qu'il a été victime lui aussi en achetant de la viande de bœuf et s'est retrouvé avec de la viande de cheval. Et ça, c'est tout l'enjeu du procès. Alors, vous suivez ce procès, vous revenez évidemment nous en parler dans cette émission. Zoé Cadio du Midi Libre, de l'Indépendant, groupe La Dépêche du Midi. Donc, le procès de cette viande transformée, au fond, c'est ce que vous dites. C'est ça, c'est la viande transformée. Et il faut savoir qu'un des principaux accusés de cette affaire, c'est M. Fazen, et on le retrouve déjà dans d'autres affaires où il a été condamné, notamment en Hollande. Et il faut savoir que son surnom, c'était quand même le roi du cheval. Merci, Zoé Cadio. On va se tourner du côté de Gaëtane Bossard, qui alors nous propose des sujets alors très voiture, j'allais dire bagnole. Hein, oui. C'est vraiment la bagnole ce matin. Alors, test des voitures électriques en libre service à Paris. Racontez-nous alors ces tests. Environ 1400 véhicules électriques en free floating sont déployés dans la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il y a 3 opérateurs qui ont investi la capitale avec leurs véhicules en libre service électrique, free floating, c'est-à-dire sans borne. On n'est pas obligé de les rebrancher sur les bornes. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'était compliqué. Et donc, le dernier, le petit nouveau, qui s'appelle Car2Go, est arrivé mi-janvier. Alors, lui, il se positionne avec des voitures à 2 places. Ouais. J'adore le design, c'est quand même réussi ça. Oui. Hein, l'ergonomie des voitures sont chouettes. Et les voitures sont adaptées à la ville, hein, évidemment, très maniables, etc. Donc, le dernier, il propose 400 voitures aujourd'hui, des voitures 2 places, avec des tarifs assez compétitifs. On est autour de 24... 400 Smart. Oui, tout à fait. On est sur des tarifs de 24 centimes la minute, quelque chose comme ça. Selon les zones, selon les heures, hein, c'est variable. On a des forfaits, par exemple, de 30 euros pour 4 heures plutôt. Pour donner un exemple. On les a testés pour tester la maniabilité des voitures, le prix, quelle est la mieux alors fonctionne, etc. Alors celle que notre testeur a utilisée, apparemment il est assez séduit par les Zoé de Move in Paris, qui est donc le groupe de Renault, qui sont assez confort. 500 Renault il y a. Hein. Elle s'appelle Zoé, je vous promets. Les 500 Renault Zoé. La fameuse Zoé. Mais vous vous souvenez, je sais pas, à l'époque, il y avait eu un procès de personnes qui s'appelaient Zoé et qui ne voulaient pas avoir leur prénom adossé à la marque de voiture. C'est pas le cas de Zoé Cadio. Si elle peut bénéficier d'une Zoé, ça lui plairait. Donc c'est la Zoé qui retient l'attention. Au niveau confort. Après, niveau prix, c'est pas la plus compétitive. Et puis, le petit défaut aussi de cet opérateur, c'est que les voitures ne sont pas disponibles la nuit, entre minuit et demi et 5h30 du matin. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort dans les clubs ? C'est pas votre cas, mais quand même. Non, pas du tout. Ou alors on prend un taxi, ou voilà, on se débrouille autrement. Mais alors j'ai vu qu'il y avait presque avec son smartphone, on peut faire des tas d'applications, commander les voitures, regarder où elles sont. C'est incroyable. C'est ça qui est génial. Vous avez une appli à télécharger sur votre smartphone. Vous localisez la voiture autour de vous, vous la réservez. Vous avez 10 minutes ou un quart d'heure pour aller jusqu'à elle, parce qu'elle n'est pas forcément à proximité. Vous la déverrouillez toujours avec le smartphone, vous la rendez blip blip. Enfin voilà, c'est ultra simple. Voilà, c'est le test des voitures électriques en libre service à Paris, c'est dans les pages transport du Parisien, vos pages Hauts-de-Seine. La Clio 4 numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la citadine arrive en tête des voitures neuves vendues à des particuliers l'an dernier dans toute la région ? En l'occurrence, dans les Hauts-de-Seine, précisément, dans la région, c'est plus le Sandero de Dacia qui arrive en tête. En fait, on a fait un palmarès, un top 10 des voitures
les plus vendus l'an dernier à des particuliers en Ile-de-France. Donc vous avez retrouvé à peu près les mêmes modèles, après ça tourne selon les départements. Mais le vrai enseignement de ce palmarès se trouve dans les motorisations. Et on voit la part du diesel et la part de l'essence qui s'inversent de façon assez spectaculaire. Dans les Hauts-de-Seine, pour ne prendre que ce département, il y avait 40% des voitures en 2013 qui étaient vendues, qui étaient des diesels, voitures neuves. Et l'année dernière, on est à 13%. Donc c'est vraiment une inversion assez marquée. C'est partout, c'est pareil au niveau national, mais dans les régions urbaines comme la nôtre, c'est encore plus criant. Alors il y a eu l'interview d'un concessionnaire de voitures, un vendeur de voitures, qui dit que l'idée de garder sa voiture pendant 10 ans, c'était totalement terminé. Oui, on en change sur des contrats de location, très régulièrement. Des choses comme ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pourquoi cette Clio est-elle si populaire dans les Hauts-de-Seine? On sait pourquoi. C'est quoi? Il y a des critères, confort, sécurité, design aussi. Ça compte d'avoir une jolie voiture, non? Apparemment, c'est une voiture, nous dit le concessionnaire, qui plaît un peu à toutes les catégories de population, aux gens qui s'achètent une première voiture, aux couples, aux personnes plus âgées. Le design a l'air de plaire. Voilà, c'est une voiture. En plus, c'est une petite citadine, donc en milieu urbain, tout va bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Dans les pages Hauts-de-Seine du Parisien, la Clio 4, numéro 1 dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Et le test des voitures électriques en libre service à Paris, très intéressant. D'ailleurs, on peut retrouver ça aussi, évidemment, sur leparisien.fr, j'imagine. Merci Gaëtane Bossard d'être venu nous en parler. Merci Zoé Cadio d'être revenue. Eh bien, on va passer à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français. Vous savez, c'est une particularité du canal 13 de la TNT, le temps qu'il fait également dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est Manon Aubry, la tête de liste La France Insoumise aux Européennes, qui est notre invitée politique dans un instant sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde. On commence par le voyage d'Emmanuel Macron en Égypte. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les ventes d'armes. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La France espère participer au futur grand musée de Gizeh. Outre l'économie et la culture, l'Égypte est devenue un allié stratégique de la France dans de nombreux domaines comme la vente d'armes. Depuis 2015, Paris a obtenu quelques 6 milliards de commandes. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent cette politique de vente d'armes entre les deux pays, mais surtout l'utilisation de ces armes. Certaines auraient été détournées de leur usage premier, la lutte contre le terrorisme, et auraient servi à réprimer les manifestations d'opposants. C'est une histoire aux allures de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans l'œil du cyclone, la société Huawei, géant chinois des télécommunications. La justice américaine soupçonne l'entreprise d'espionnage et de vol de technologie. Elle a décidé de prendre des sanctions. J'annonce qu'un grand jury de Seattle a renvoyé un acte d'accusation qui dénonce 10 crimes fédéraux commis par 2 affiliés de la société de télécommunications Huawei Technologies. Une exclusion totale du marché européen serait vécue comme une véritable catastrophe pour l'entreprise chinoise.
C'est un paysage que les habitants de Montréal connaissent par cœur. Ici, la neige est omniprésente, elle tombe à gros flocons et les habitants s'adaptent depuis toujours. 2,20 m de neige qui tombe, c'est énorme et ça peut vite devenir ingérable. Alors que faire de toute cette neige? C'est l'un des grands défis de la ville de Montréal. Dès qu'il tombe plus de 15 cm de neige, Montréal passe à la vitesse supérieure. Elle lance une grande opération de chargement de neige. Les camions se rendent alors vers les sites d'élimination de neige. Aujourd'hui, nous allons découvrir le site le plus exceptionnel de Montréal, en pleine ville. Cette ancienne carrière, absolument gigantesque, sert désormais de dépôt à neige. Et à la fin de l'hiver, lorsque la température va se réchauffer, il va y avoir fonte de la neige. On va récupérer cette eau de fonte-là, la traiter dans une station d'épuration des eaux usées et la retourner au fleuve dans l'état le plus près possible de celui qu'on l'a reçu.